L'invité ce soir de BFM Politique est Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Alors 4 jours après le meurtre de Clément Méric, est-ce que vous approuvez la décision du Premier ministre de dissoudre le groupe des JNR, des Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires ? Écoutez, moi, je ne connais pas précisément ce groupe. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il existe en France des groupes qui prônent la violence, dont l'activité politique passe par la violence, qui réclament de leurs membres d'agir par la violence. Ces groupes-là, effectivement, doivent faire l'objet d'une procédure qui est encadrée par la loi de dissolution. Ce que je voudrais dire en revanche, c'est qu'il faudrait que tous ces groupes fassent l'objet d'une dissolution. Car j'ai eu le sentiment, dans les propos de M. Valls, qu'il avait en quelque sorte l'indignation hémiplégique, la dissolution sélective. Voilà. Alors vous dites tous les groupes, c'est-à-dire d'extrême gauche et d'extrême droite. Exactement. Vous dites ne pas connaître les JNR, les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, mais vous connaissez son chef de file, Serge Ayoub ? Oui, mais je l'ai rencontré une fois et j'en ai conclu que nous avions pas grand-chose à se dire et rien à faire ensemble. Et d'ailleurs, il s'est exprimé à plusieurs reprises pour dire toute la divergence qu'il y avait entre son positionnement nationaliste révolutionnaire et celui que je représentais. Parce qu'il dit, dans les Inrocks, je crois, avoir dîné avec vous en 2010, pendant la campagne interne pour la présidence du Front National, et vous l'auriez consulté pour en savoir plus, dit-il, sur l'existence de ces groupes. Est-ce que vous ignorez tout ça, Non, je veux dire, nous avons toujours eu des problèmes avec les skins et autres groupuscules d'extrême droite. Pendant de très nombreuses années, le 1er mai était à chaque fois le théâtre de l'obligation qui nous était faite d'expulser des types, des marginaux qui venaient pour faire de la provocation. Voilà. Donc il fallait régler ce problème-là. Jean-Marie Le Pen, elle l'avait en partie réglé, puisque c'est pour cette raison-là qu'il avait changé la date du défilé du 1er mai, qui avant se déroulait le 12 mai. Votre père n'était pas hostile à ces groupes d'extrême droite. Eh bien, c'est faux, monsieur. Car avant, le défilé se faisait le 12 mai. Et c'est parce que ces groupes-là manifestaient le 12 mai que Jean-Marie Le Pen a changé la date et qu'il a voulu que le défilé se fasse le 1er mai, justement pour se séparer d'eux. Et c'est très ancien, et on retrouve assez facilement d'ailleurs la trace des problèmes que nous avons pu avoir au cours du temps et qui, Dieu merci, n'existent plus. Donc pour être bien clair aujourd'hui, Marine Le Pen, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, pour vous aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Front National, plus question d'avoir, en la marge du Front National, ces groupes dits d'extrême droite, skinheads et autres, mais ces gens-là qui gravitent jamais, autour du FN. Non, ces gens-là n'ont jamais été à la marge du Front National. Toutes les grandes manifestations entraînent la venue, c'est vrai pour la Manif pour tous, c'était vrai d'ailleurs pour le meeting de Sarkozy à la Concorde, d'éléments qui viennent soit faire de la provocation, soit chercher à se faire de la publicité, et chaque groupement sérieux comme le nôtre cherche à les évacuer lorsqu'ils viennent. Ça dure depuis des années et nous n'avons aucun rapport avec ces groupes. Et d'ailleurs, monsieur, ils expriment régulièrement leur désapprobation à mon égard. On les voit à l'image. Voilà, régulièrement, ils disent tout le mal d'ailleurs qu'ils pensent de moi et très objectivement, c'est bien souvent réciproque. Vous aviez soutenu à l'époque, vous aviez été soutenu par Alexandre Gabriac, que vous avez exclu des rangs du Front National. J'ai pas été soutenu par monsieur Gabriac. Il était sur vos listes Marine Le Pen, de Front National, dans des élections locales en Rhône-Alpes. À l'époque, vous l'avez exclu des rangs du FN, mais il était soutenu à l'époque, souvenez-vous, à la fois par monsieur Le Pen père et monsieur Goniche. Je remarque d'ailleurs que maintenant on me reproche de l'avoir expulsé, c'est quand même incroyable. Non, mais c'est pas grave. J'ai entendu des politologues haut placés qui expliquaient que, en fait, j'étais responsable de l'avoir exclu parce que maintenant ces groupes, du coup, s'autonomisaient, ils n'étaient plus encadrés. Alors moi, je veux bien être responsable de tout. Regardez l'affiche à l'époque. Non mais d'accord, monsieur, je veux bien être responsable de tout et de l'inverse de tout, mais en l'occurrence, M. Gabriac s'est révélé être ce qu'il est. Il a été immédiatement exclu du Front National. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Mais vous n'étiez pas tous d'accord, M. Goniche était en désaccord avec vous là-dessus. Oui, d'accord, mais c'est moi qui suis présidente du Front National, voyez-vous ? Voilà. Donc vous voulez dégager tous ces groupes qui ont pu et qui émargent encore ? Mais c'est pas je veux, c'est que j'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. Ceux qui étaient encore dans le Front National ont été exclus. Et j'ai dit très clairement, nous ne voulons pas de vous. Voilà.
Nous n'avons pas la même pensée, nous n'avons pas les mêmes idées, par conséquent, ça n'est pas la peine de venir au Front National. Nous avons des divergences absolues avec vous. Je crois que les choses sont claires. Expliquez-nous. En revanche, expliquez-nous, alors en quoi est-ce que vous vous démarquez de ces groupes? Vous vous dites, moi je ne suis pas à l'extrême droite de l'échiquier politique. Qu'est-ce que vous répétez? Monsieur Achilli, excusez-moi, je ne vais pas faire la publicité de ces groupuscules qui comportent probablement dizaines de personnes. Ce qui est en revanche intéressant, puisque vous m'interrogez, c'est peut-être de poser la question à M. Mélenchon, à M. Harlem Désir. Est-ce que eux, ils se sentent une proximité idéologique avec l'extrême gauche qu'ils ont rejoint dans une manifestation il y a quelques jours? Est-ce que eux, ils acceptent de prendre en charge les propos, l'activisme et la violence de ces extrémistes de gauche? Ça, c'est une vraie question auquel il faudrait qu'ils répondent. Le malheur, c'est qu'on ne leur pose jamais la question. Alors le Front National version Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est un Front National plus social, débarrassé de cette imagerie que nous voyons sur ces images encore ici. C'est un Front National qui a évolué, ce n'est plus celui de votre père. Nous avons On a quand même des souvenirs de ce qui s'est passé avec votre papa. Des années contre ces amalgames, et nous continuons à le faire. Le Front National est le premier parti chez les ouvriers, le premier parti chez les chômeurs, le premier parti chez les fonctionnaires, le premier parti chez les salariés. C'est un grand mouvement populaire qui n'a strictement rien à voir avec un extrémisme quel qu'il soit. Alors Marine Le Pen, la gauche dénonce un débat qui se serait droitisé aujourd'hui, débridé, qui laisse libre cours à la violence des mots et la violence tout court. On l'a vu en marge au moment des dispersions des manifs pour tous contre le mariage homo. Écoutez ce qu'en a dit le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Je rappelle qu'il y a parfois une parole qui s'est libérée sur l'espace public, sur Internet, à travers un certain nombre de publications. Il y a eu déjà des actes de violence au cours de ces derniers mois comme de ces dernières années. Donc il faut être attentif effectivement aux mots qu'on utilise parce qu'ils libèrent cette parole de haine. On a l'impression que maintenant ça se passe beaucoup dans la rue. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs à Roland-Garros, cette personne de torse nu portant masque et fumigène venu interrompre la finale, messieurs, tout à l'heure, contre le mariage homo. On a vu ces violences qu'il y a eu en marge des défilés. Tenez, regardez cette image qui est assez surprenante. Ça se passe à Roland-Garros. Est-ce que vous n'avez pas la sensation, Marine Le Pen, qu'aujourd'hui, est-ce que vous partagez l'analyse de Manuel Valls, qu'il y a une forme de débat débridé et qui verse dans la violence? Non, mais cet acte-là est complètement stupide et condamnable. Voilà. Il n'en demeure pas moins que moi, ce que je voudrais dénoncer, d'abord, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est une classe politique qui aborde les problèmes sans aucune mesure, sans aucune raison, sans aucun recul. On a assisté depuis 4 jours à un véritable débordement d'hystérie dont l'objectif était la récupération à tout prix. C'était indigne. Vous parlez de quoi, là? Vous parlez du décès de Clément Méry? Je parlais... Un jeune homme est mort tout de même. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce qu'il est digne de la part d'une classe politique de se précipiter dans une récupération immédiatement, que ce soit d'ailleurs NKM, Mélenchon ou Harlem Désir? Je trouve que c'est inquiétant. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit si cette classe politique ne s'était pas exprimée? S'exprimer et verser dans des déclarations à tort et à travers, sans prendre le recul nécessaire, ces gens-là sont censés diriger notre pays ou aspirent à le diriger. On attend d'eux de la mesure, de la raison. Or, ils ont démontré sur ce sujet-là qu'ils n'avaient ni mesure ni raison. Et moi, ce que je dis, c'est qu'ils abordent tous les problèmes de la France sans mesure ni raison. Et que le seul objectif qu'ils ont, c'est de récupérer de manière politicienne un événement quel qu'il soit. Je trouve ça indigne, voilà. Et je trouve qu'ils ne sont pas à la mesure de ce que les Français doivent attendre de leur classe politique. Mais comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui la dureté du débat politique et cette transformation du débat en manifestation qui dégénère souvent en violence? Bon, alors d'abord, permettez-moi quand même de ne pas considérer que toutes les manifestations dégénèrent en violence. Il y a eu des manifestations, la manifestation pour tous, il y a eu plusieurs manifestations avec des centaines de milliers, des millions de gens
gens qui se sont comportés de manière absolument remarquable. Il y a eu aux marges de ces manifestations, à la dispersion comme souvent, à chaque fois. comme souvent, des groupuscules qui viennent un peu en découdre avec la police, certes. La vraie question, c'est pourquoi le Parti socialiste a mis en œuvre une loi qui est une loi qui divise les Français et qui, de fait, exacerbe en quelque sorte les antagonismes au moment où la France aurait au contraire besoin d'être unie, d'être sereine pour aborder des problèmes qui sont majeurs, le chômage, l'insécurité, la baisse du pouvoir d'achat. Mais vous dites ça aujourd'hui, mais vous avez été très en retrait au départ des manifs pour tous. Hein. Mais en quoi ce que je dis aujourd'hui est en contradiction avec ce que j'ai dit depuis le début. Vous auriez pu manifester. Peut-être que parce que depuis le début, j'ai fait preuve de mesure, j'ai fait preuve de recul, j'ai fait preuve de raison, à la différence de tous les autres. Alors Marine Le Pen, une réforme des retraites, une de plus, est en préparation dans les cartons. Un rapport arrive vendredi prochain, celui de Madame Yannick Moreau, qui au fond préconise de toucher à peu près à toutes les catégories de Français, y compris les retraités. Il est question même d'aligner les fonctionnaires sur le privé. Est-ce que vous partageriez, vous, cette piste? C'est la France triple A. Hein. Austérité, austérité, austérité. Voilà. C'est la feuille de route de l'Union européenne, la feuille de route de la Commission, qui nous dit, ben voilà, il faut continuer l'austérité, il faut continuer sur la route de la Grèce. Or, moi, je suis en désaccord avec l'intégralité de cette politique. Je dis qu'il faut d'abord créer la richesse, il faut arrêter l'hémorragie de l'emploi, car sinon, rien ne sera possible. Et pour cela, eh bien, j'ai une politique globale de réarmement de la France qui passe par retrouver une liberté monétaire, qui passe par un protectionnisme intelligent à nos frontières, qui passe par l'arrêt de la concurrence internationale déloyale, qui passe par le patriotisme économique et qui passe par des économies sur des dépenses nocives. Car ce que je trouve scandaleux, M. Achilli, c'est qu'on demande à tout le monde de faire un effort alors qu'on laisse les robinets de la gabegie grands ouverts. Alors, c'est touche pas aux retraites ou pas alors? C'est quoi votre idée? Non, je pense... Parce que nous reviendrons avec Emmanuel de Chypre tout à l'heure sur le détail. Oui, on reviendra sur les retraites. Et vous trouverez peut-être d'ailleurs mon attitude étonnante par rapport aux a priori que l'on peut avoir sur le Front National. Mais moi, en l'occurrence, aujourd'hui, demander un effort aux retraités, alors même que l'on continue le gaspillage et la gabegie, je trouve ça scandaleux. Si demain, on arrête tous les gaspillages, si on arrête la politique d'immigration qui coûte 70 milliards d'euros par an, si on arrête le versement à l'Union européenne de 7 milliards cash qu'on ne revoit jamais chaque année, si on arrête la fraude sociale qui coûte 20 milliards d'euros par an, si on arrête le renflouement de l'euro qui nous a coûté 70 milliards d'euros, et qu'après on voit qu'il faut faire un effort, alors je vous le dis, les Français accepteront cet effort. Ce qu'ils n'acceptent pas, M. Achilli, c'est qu'on leur demande des sacrifices en permanence, alors qu'ils voient, encore une fois, les tuyaux de la générosité mondiale et du gaspillage qui restent grands ouverts. Un mot encore dans les sujets qui ont marqué la semaine, l'affaire et les suites de l'affaire Tapie-Lagarde. Est-ce que vous, comme d'autres, vous dites affaire d'État? Est-ce que vous dites qu'il y a un loup là-dessous? Oui, enfin, je l'ai dit dès le départ, j'ai même été la première, je crois, puisque j'ai saisi le 2 septembre 2008 Philippe Séguin, à l'époque président de la Cour des comptes, pour lui dire « Allez mettre votre nez dans cette affaire qui me paraît hautement malhonnête ». Eh bien, il s'avère que cette affaire est probablement, effectivement, une manœuvre organisée entre différentes personnalités, avec l'accord du président de la République de l'époque, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, pour accorder à M. Tapie 400 millions auxquels il n'avait pas droit, retirés directement de la poche des Français. Marine Le Pen, toutes ces histoires, ces affaires, pour vous, c'est du pain béni, c'est ça? Ça profite au Front National? Non, mais ça démontre surtout qu'il y a vous êtes en retraite, vous êtes au fond hors jeu politique, vous avez finalement assez peu d'élus et vous bénéficiez de toutes ces affaires. C'est ça. Je suis désolée de vous dire que moi je n'entends pas cela comme ça et que je considère que ça n'est pas parce qu'on est élu qu'obligatoirement on met la main dans le pot de confiture. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui le sont, semble-t-il, doivent faire le ménage.
Mais je m'étonne, je vois que les partis qui donnent des leçons de morale à la terre entière, M. Guérini n'est toujours pas viré du Parti Socialiste, alors qu'il aurait dû l'être depuis des années. M. Kucheda, etc., est resté membre du Parti Socialiste. M. Dallongeville, il est resté également extrêmement longtemps. Et quid comment s'appelle-t-elle, qui vient d'être condamnée à de la prison ferme dans le Sud, son nom m'échappe, du Parti Socialiste. On lui a demandé gentiment à Madame Andrieux de bien vouloir se mettre en congé. Voilà. Mais elle n'est pas exclue, il n'y a pas une commission de discipline, non. Alors très objectivement, je pense que l'UMP et le PS feraient bien de faire le ménage dans leur rang. Alors justement, nous allons parler dans un instant de vos relations, notamment avec l'UMP. Ce sera la séquence reportage avec Pauline de Saint-Rémy du service politique de BFM TV. À tout de suite. Et nous accueillons Pauline de Saint-Rémy du service politique de BFM TV. Bonsoir Pauline, bonsoir. Bienvenue. Alors vous avez rencontré la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, faut-il la présenter, députée Front National du Vaucluse, seule élue officiellement FN à l'Assemblée nationale, élue depuis 1 an bien sûr. Vous avez évoqué avec elle la place du Front National sur l'échiquier politique aujourd'hui. Nous allons écouter plusieurs extraits de cette interview et Pauline, vous allez faire réagir Marine Le Pen, c'est ça Oui, effectivement. Nous sommes allés cette semaine donc à la rencontre de Marion Maréchal qui est depuis 1 an à l'Assemblée nationale. Elle a passé une sorte de grand oral avec les journalistes cette semaine pour faire un petit peu le bilan de cette année. Marion Maréchal qui depuis 1 an s'est affirmée progressivement comme une femme de droite, c'est comme ça qu'elle le dit. Ce n'est pas vraiment votre cas à vous, donc on l'a interrogée sur cette question du pluralisme au sein du Front National. Je vous propose d'écouter tout de suite sa réaction. Je crois que c'est important qu'un mouvement politique ne soit pas une église. Si nous étions tous une dizaine de personnes médiatiques qui étions des clones systématiques sur tout, ça ne serait pas très intéressant. L'intérêt, c'est aussi de capter des électorats, d'avoir aussi des centres d'intérêt et même des priorités politiques qui ne sont pas forcément exactement les mêmes, même s'il y a un accord majeur sur tout, parce que c'est comme ça qu'on se distingue un petit peu. Donc, par exemple, sur le mariage, j'ai été très présente, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qui tient au cœur de Marine Le Pen, mais justement, le fait d'avoir peut-être des élus, des cadres, des responsables qui mettent l'accent sur telle ou telle chose plutôt que telle ou telle autre, ça nous permet d'avoir finalement une présence sur tous les sujets. Alors voilà, la question toute bête que je voulais vous poser, Marine Le Pen, c'est est-ce que le fait que Marion Maréchal se distingue, comme elle le dit, en se présentant comme une femme de droite par rapport à vous, est-ce que ça pose pas tout simplement un problème de cohérence au sein du parti ? Non, ça pose absolument aucun problème et je trouve ces propos frappés au coin de l'intelligence et du bon sens. Car nous sommes un grand parti patriote qui a vocation à accueillir en son sein des gens qui peuvent avoir des sensibilités différentes sur un certain nombre de sujets, mais qui se rejoignent sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la défense, c'est d'abord la survivance de la France comme une nation libre qui soit capable de mettre en œuvre une politique visant à protéger son peuple. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de droite, qu'il y a des gens qui viennent de gauche, qui se sentent plus à droite ou à gauche. Et c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait notre attractivité, c'est ça qui fait qu'au municipal, eh bien, nous avons accordé la tête de liste à une quinzaine de candidats qui viennent de la gauche, PS, PC, et même Front de gauche, et une vingtaine qui viennent de la droite, UMP, Modem ou UDI. Vous êtes où, vous, Marine Moi, Le Pen ? je ne suis ni de droite, ni de gauche, je suis de France. Voilà. Car je ne crois plus du tout en ce que je vois depuis déjà de nombreuses années, à savoir une droite et une gauche, et on en parlera sûrement tout à l'heure avec monsieur Apparu, qui ont maintenant exactement le même logiciel. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une différence de degrés entre le RPR et le Front National. Depuis leur soumission à l'Union européenne, à la disparition de la souveraineté française et à l'ultralibéralisme, il y a aujourd'hui entre nous une différence clairement de nature. Alors il y a malgré tout de vraies divergences de fond. Quand Marion Maréchal, par exemple, émet des réserves sur ce qu'elle appelle votre vision de l'État stratège, on a le sentiment qu'elle se rapproche d'une ligne qui est plutôt celle de Jean-Marie Le Pen, votre père. Est-ce que ça pose un problème ? Non, d'abord il faut arrêter de lire Le Monde. Vous savez, parce que Le Monde n'est pas un journal sérieux, si tant est qu'il le fut un jour. Ça me l'a confirmé, j'en ai parlé moi-même. Un jour, elle est un ne journal l'est pas. de référence, Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Bah ouais. Dans vos rédactions, oui, mais je ne suis pas sûr qu'il le soit encore ailleurs. C'est un très bon journal. Moi, j'en ai discuté aussi avec elle. Bon. Et elle m'a tenu le discours exactement inverse. Marion sait pertinemment, et parce que tout le monde partage au Front National cette vision, que l'État, nation, France, doit être fort
forts pour pouvoir défendre les plus faibles. Et que lorsqu'un secteur économique est en danger, alors même que de ce secteur économique dépend l'indépendance de notre pays, il faut que l'État soit capable, y compris de manière temporaire, d'y intervenir pour défendre la souveraineté de notre pays. Si demain, nous ne maîtrisons plus notre énergie, si demain, nous ne maîtrisons plus, par exemple, nous ne fabriquons plus d'acier, tout l'acier est importé, eh bien, nous dépendons de nations étrangères. Nous ne pouvons plus faire tourner nos usines, nous ne pouvons plus construire de voitures, nous ne pouvons plus rien faire. Et ça, elle est pertinemment consciente de cela. C'est un des aspects de la souveraineté nationale. Donc, ce que vous voulez dire, c'est ce que vous venez de dire, c'est la ligne du Front National, c'est ce que vous venez d'édicter, et rien d'autre. C'est-à-dire que quand Marion Maréchal émet ce type de réserve, même si vous dites qu'elle écoutez, moi, très honnêtement, encore une fois, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, j'en ai très longuement parlé avec elle, nous avons eu longuement l'occasion d'en discuter ensemble, et elle est parfaitement sur cette ligne. Et je crois que tout le monde est sur cette ligne. Il y a d'autres sujets sur lesquels elle s'est démarquée, en particulier sur les questions de société. Elle s'est dite contre la peine de, enfin pour la peine de mort, pardon. Et puis, sur le mariage pour tous, notamment, elle s'est beaucoup démarquée, en particulier médiatiquement, puisqu'on l'a vu dans toutes les manifestations. Écoutez, vous avez déjà expliqué les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas allé défiler. Je vais vous dire une chose. Elle a raison de dire nous ne sommes pas une église et nous ne sommes pas une secte. Voilà. C'est-à-dire que chacun peut avoir sa sensibilité. Sur la peine de mort, j'ai clairement dit que je proposerai aux Français un référendum. Par conséquent, chacun peut voter, il votera ce qu'il veut. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que cette espèce de théorie, cette manip qui consiste à essayer de faire croire qu'il y aurait une division entre Marion et Marine, etc., ça a été conçu dans le bureau de M. Buisson. Donc moi, je veux bien qu'on se fasse les petits télégraphistes de M. Buisson. Mais qui prend, voilà, c'est ça. Lui, il prend ses rêves pour une réalité, quoi. Il pense qu'il va pouvoir mettre un coin. Il n'y a pas de coin à mettre. Voilà. Nous sommes tous des gens éminemment convaincus de nos idées, profondément amoureux de notre pays, et nous œuvrons et nous donnons de notre vie chaque jour pour que notre pays aille mieux. Marion fait cela, l'ensemble des cadres du Front National le font, l'ensemble des élus et l'ensemble des candidats le font, ainsi d'ailleurs que l'ensemble des électeurs le veulent. Juste un mot, la captation par M. Buisson, de Patrick Buisson du Front National, ça ne marche pas? Ah non, ça ne marche pas. C'est une question. Non, mais il ne cherche pas à capter, il cherche à diviser, si vous voulez. Très honnêtement, il ferait mieux de s'occuper de la séance de communication de Nicolas Sarkozy. Même si la dernière fois que s'est occupé de Sarkozy, ça n'a pas très bien tourné, je crois. Justement, puisque vous parliez de captation, c'est le mot qu'employait Marion Maréchal dans l'extrait que nous venons d'entendre. Est-ce qu'à ce moment-là, sans parler de divergence vraiment profonde entre vous, on peut estimer que c'est même une répartition des rôles et que sa présence dans ces cortèges anti-mariage pour tous lui a permis peut-être de capter, elle, un électorat plus traditionnel qui se sent moins proche de vous? Oh là là, vous êtes toujours... On a l'impression qu'on fait du commerce, quoi, et que chacun est là en se partageant les zones d'achalandage ou les parts de marché. Je reprends les mots de Marion Maréchal. Non, mais parce qu'il ne faut pas voir la politique moi je ne la vois pas comme ça, comme des parts de marché. Voilà. Marion, elle est ce qu'elle est, elle a 23 ans, il est tout à fait naturel qu'elle n'ait pas la même vision, une sensibilité un peu différente sur un certain nombre de sujets de moi, comme il est normal que moi-même j'ai une divergence avec, ou une sensibilité différente sur certains sujets avec la génération qui précède. C'est normal, c'est la vie, on est des humains, nous sommes des femmes et des hommes qui avons un parcours, qui avons des sentiments, on n'est pas des machines, je veux dire, c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai trouvé tout à fait légitime qu'elle aille manifester, mais moi, je suis présidente du Front National et je considérais que j'avais une autre responsabilité que celle de députée. On va rester sur cette question du mariage, puisqu'il nous reste très peu de temps. On va réécouter un petit extrait de Marion Maréchal Le Pen qui s'exprime sur la suite de ces manifestations, la vie qu'elle a là-dessus. Je pense que ce mouvement va en effet, et je le souhaite d'ailleurs, muter pour évoluer vers un mouvement qui ne va pas se concentrer uniquement sur le mariage homosexuel, mais vers un mouvement de contestation générale du gouvernement. Ça a déjà été amorcé d'ailleurs, on l'a vu lors des derniers slogans qui critiquaient directement Hollande et le gouvernement. Et j'invite toute cette génération et cette jeunesse qui s'est mobilisée à aller vers les sujets patriotes dans lesquels ils pourront se retrouver. Je crois qu'en effet, cette génération peut être amenée à se mobiliser, par exemple aussi sur le droit de vote des étrangers. Alors qu'est-ce que vous répondiez à ça? Tout à l'heure, vous parliez des Homens en début d'émission, en disant qu'ils étaient ridicules lorsqu'ils Non, mais c'est stupide. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est une action stupide. Voilà, on mélange pas la politique avec le sport. Est-ce que ce mouvement peut se poursuivre sur d'autres sujets? Est-ce que, par exemple, vous pourriez manifester contre le droit de vote des étrangers? C'est ce que prône l'UMP, de transformer ce mouvement en autre chose. Non, mais l'UMP, il arrive avec le carnet d'adhésion collé au front, excusez-moi, en essayant de capter tout ce qu'il peut capter, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas la grande forme. Bon, ce que je crois, et c'est plus intéressant, c'est qu'il y a effectivement une
conscience politique qui s'est éveillée chez une partie de la population, une génération, et notamment des jeunes qui étaient peut-être éloignés de l'action politique et qui, quelque part, ont pris conscience, ont pris une certaine lucidité sur le fait qu'ils étaient aussi responsables de l'avenir de leur pays et que c'est l'avenir que leur construisaient les socialistes qui devait les intéresser. Ils devaient s'investir. Je pense qu'on retrouvera un certain nombre de ces jeunes, effectivement, dans l'action politique et je l'espère, dans l'action électorale, car c'est là que le combat se mène, c'est dans les urnes. Vous pourriez défiler contre le droit de vote des étrangers aux élections Bien locales ? sûr, mais je l'ai déjà fait. Je n'ai pas attendu les uns ou les autres. J'ai organisé une manifestation pendant la campagne présidentielle devant le Sénat, justement, contre le droit de vote des étrangers. Parce que vous parliez d'écran de fumée en ce qui concerne le mariage, à ce moment-là, la question pourrait se poser de nouveau d'un défilé, ou est-ce que, en fait, en fin de compte, est-ce que vous n'avez aucun regret avec le recul sur le fait que Marion Maréchal, mais aussi Bruno Gollnisch et d'autres, je parle pas seulement encore une fois, de votre nous nièce, n'avons pas les mêmes responsabilités. Bon, et je crois au contraire que chacun a admis au fur et à mesure du temps que j'avais eu la position qui était responsable comme le chef de parti politique que je suis et la candidate à l'élection présidentielle que j'étais. Mais il y a eu un petit peu de trouble dans votre électorat, ça vous le... Oui, au début, mais je crois qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez, j'ai montré la voie en quelque sorte. Merci Pauline de Saint-Rémy du service politique de BFM TV. Dans un instant, c'est l'interview écho avec Emmanuel de Chiffre, l'interview business. À tout de suite. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Michelin devrait annoncer la suppression de 700 postes dans son usine de Joué-les-Tours. Cette annonce prouve, avez-vous déclaré, l'urgence d'une stratégie de rebond industriel. En quoi consiste cette stratégie de rebond industriel ? Tout le monde parle de ça. Tous les jours, c'est au suivant, au suivant. Tout le monde suivant. parle de rebond industriel. Oui, tout le monde parle de rebond industriel, mais personne, à part nous, ne donne de solution. Voilà. Moi, je pense que la politique de rebond industriel, elle passe par, et je l'ai dit tout à l'heure, une politique globale, appuyée sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier, c'est retrouver, avec d'ailleurs l'ensemble de nos partenaires européens, une monnaie nationale, car notre monnaie est surévaluée. Par conséquent, c'est un obstacle terrible à la compétitivité de nos produits, premièrement. Deuxièmement, il faut protéger nos secteurs économiques. Vous êtes toujours sur le retour du franc, en fait. Je suis pour retrouver la liberté monétaire. Ouais. C'est drôle parce que M. Hollande, lui, quand il est au Japon, il trouve que c'est tout à fait normal que le Japon soit libre de faire ce qu'il veut avec sa monnaie, mais il nous interdit à nous, Français, de pouvoir avoir une monnaie et d'en user librement et de déterminer une politique monétaire qui corresponde à nos intérêts économiques. Deuxièmement, le protectionnisme intelligent. En accord avec les industriels. On ne va pas mettre du jour au lendemain 200% de droits de douane, par exemple, sur un produit qu'on ne fabrique pas. Ce serait stupide. Nous allons donc faire, en accord avec les industriels, un plan de réindustrialisation en leur disant, voilà, nous ferons tant de pourcents cette année, tant de pourcents N+1, tant de pourcents N+2. En fonction des secteurs qui sont stratégiques pour nous. Entre autres, mettez-vous en situation d'être compétitif à N+2 par exemple. Mais ça ne se fera qu'en accord entre l'État et les industriels et les PME, PMI. Troisièmement, il faut mettre en place un patriotisme économique. Voilà. C'est tout à fait légitime que l'argent des contribuables qui passe par les structures d'État, assemblées régionales, conseils municipaux, etc., c'est-à-dire qui provient de l'impôt ou des taxes, servent aux entreprises françaises. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas et on a vu 1000 exemples où l'État allait acheter des scooters à Taïwan, faisait fabriquer les chaussures de l'armée en Turquie ou en Tunisie, etc. Ça, c'est inadmissible. Les Français ne l'admettent pas car il s'agit de leur argent et ils trouvent inouï que leur argent serve en réalité à contribuer à l'effondrement de l'emploi dans notre pays. Mais alors la Commission européenne cette semaine qui décide de taxer les panneaux voltaïques chinois, ça a dû vous réchauffer le cœur. Ah bah c'est-à-dire que j'ai senti les Européennes arriver là. Je me suis dit tiens, ils font ça une fois tous les 1000 ans et par conséquent ils doivent sentir que quelque chose arrive. La réalité, c'est que cette décision, elle est exceptionnelle. Pour une raison simple, et vous le savez, c'est qu'elle est par principe interdite par les traités européens qui interdisent toute forme de protectionnisme. C'est d'ailleurs vrai, puisque dans le même temps, ce qui est inouï, on continue à avancer à marche forcée sur le traité transatlantique de libre-échange, où on va faire une zone de libre-échange totale avec les États-Unis. Inutile de vous dire... La concurrence des États-Unis et de
la Chine, c'est quand même pas le même degré de loyauté, entre guillemets. Écoutez, on va en parler aux paysans. Parce que les paysans, quand ils voient l'accord de libre-échange avec les États-Unis, ils sont à juste titre morts d'inquiétude. C'est vrai aussi en matière de défense. Bon, donc la mesure, elle est en même temps très exceptionnelle, dérisoire dans son montant, c'est 11%. Oui, oh, les Chinois doivent trembler, hein, honnêtement. Bon, les Américains, pendant le même temps, ils ont fait 250% de taxes sur les panneaux solaires. Et ils l'ont fait il y a 2 ans, alors que nous, on l'a fait beaucoup trop tardivement. Bon, voilà, ça, c'est à mon avis un peu de poudre aux yeux. Ce qui est important, c'est de voir le fond du discours. Et le fond du discours, c'est la Commission. Et c'est M. Hollande qui rappelle le protectionnisme n'est pas une solution à la crise. Ils sont contre toute forme de protectionnisme. Et par conséquent, on ne pourra pas compter sur eux pour le mettre en œuvre. Alors, justement, je vais regarder quand même, depuis le début de la crise, on peut reconnaître que certaines de vos analyses ont quand même gagné beaucoup en crédibilité. Hein, ce que vous dites sur l'Europe, ce que vous dites sur le protectionnisme. Et ça m'incite à vous interroger sur l'immigration. Est-ce que, compte tenu de la crédibilité que vous avez gagnée sur beaucoup de thèmes économiques, est-ce que vous gagneriez pas à avoir des analyses quand même un peu plus fines sur ce sujet qu'est l'immigration? Ma question, c'est est-ce que vous assumez toujours des slogans du type 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés? Ce slogan a été utilisé, j'avais 4 ans. Justement, oui, donc ça fait quand même très très longtemps. Bon, comme par principe c'est un slogan. D'accord avec ça? Non mais par principe c'est un slogan, ouais. Si vous voulez. Donc un slogan c'est réducteur. La réalité c'est que évidemment l'immigration est utilisée pour peser à la baisse sur les salaires. C'est tellement vrai d'ailleurs que à part en France où les syndicats sont complices en fait du grand patronat et veulent plus d'immigration alors qu'ils savent que ça pèse à la baisse sur les salaires, en Allemagne par exemple les syndicats sont contre un supplément d'immigration car ils savent très bien que le marché du travail est un marché. Donc c'est l'offre et la demande. Plus il y a de gens qui viennent dans notre pays pour réclamer de l'emploi, plus les enchères en réalité se font à la baisse. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy avec l'immigration. Mais non, et plus il existe... Mais non, Nicolas Sarkozy disait ça juste pour faire plaisir à son électorat, il ne l'a jamais fait. Il a toujours continué à faire de plus en plus d'immigration. Et d'ailleurs, M. Valls en arrivant a dit « Ah, moi l'immigration, je ferai comme Nicolas Sarkozy ». Ben oui, c'est quand même difficile de faire encore plus, objectivement, que 200 000 étrangers légaux qui sont acceptés chaque année. Ça reste quand même un des niveaux les plus faibles de tous les grands pays industrialisés, à part le Japon. Vous êtes d'accord? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que si vous rapportez ça... On est 2 fois en dessous de la moyenne européenne. Non mais je ne suis pas d'accord parce que si vous rapportez ça au nombre de chômeurs que nous avons, au nombre de pauvres que nous avons, à la tension considérable qui existe sur le marché du logement, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas que des chiffres l'immigration, ce sont des gens qui arrivent, qu'il faut loger, qui ont des problèmes de différences culturelles, qui vont avoir tendance, parce que l'État les pousse à le faire aussi, à se regrouper en communauté et donc à avoir des exigences communautaires. Mais qui travaillent aussi, qui paient des impôts et qui participent à l'effort national. Oui, d'accord, oui, mais moi je crois que, hélas, la balance est largement déficitaire, voyez-vous, pour nous. Et puis qui, comme ils n'ont pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas d'emploi en France, vous voyez, eh bien, ils pèsent sur notre régime, nos régimes sociaux. Ils contribuent plus aux retraites qu'ils ne coûtent. C'est faux, ça. Pardon. C'est faux. Sur les autres prestations, c'est pas vrai. Vous avez raison, mais sur les retraites, c'est pas vrai. Faux. Bon, quand quelqu'un arrive avec le regroupement familial, il y a une femme. Dans le meilleur des cas, parfois il y en a 2, excusez-moi. Il y a des enfants, il y a parfois des parents. Eh bien, il faut les faire vivre. Il faut leur donner l'intégralité des aides sociales parce que la France a décidé qu'elle ne mettrait pas en œuvre la priorité nationale que je réclame. Aujourd'hui, voilà. Une bonne politique d'intégration, une politique intelligente d'immigration, ce serait quoi aujourd'hui? Eh bien, c'est arrêter l'immigration, voyez-vous. Une politique intelligente d'intégration, c'est de commencer par arrêter immédiatement l'immigration. On fait un moratoire et on met en œuvre les conditions d'une intégration par le rouleau compresseur républicain de ceux qui ont la nationalité française. Les autres, de 2 choses l'une, soit ils sont en situation légale, ils ont un emploi et ils sont étrangers travaillant dans notre pays, soit ils n'ont pas d'emploi et on leur donne un certain nombre de mois pour rentrer dans leur pays d'origine. Zéro, c'est y compris les étudiants. Et on met en œuvre, permettez-moi, 10 000, j'avais dit 10 000, parce que bon, c'est le seuil incompressible. Et on met en œuvre là priorité nationale. C'est-à-dire, en France, les Français ont le droit d'avoir une priorité d'accès à l'emploi, priorité d'accès au logement,
à compétences égales Alors, pour comment est-ce que l'emploi, vous faites, eh bien, on donne plutôt d'abord l'emploi aux Français et après, comment est-ce que vous faites, par éventuellement, exemple, à dans les l'étranger. campagnes des déserts médicaux, il n'y a aucun candidat nationaux, si je puis dire, pour être Vous avez médecin? pris le pire exemple qui soit, Michel, permettez-moi. Oui, mais c'est le pire exemple qui soit, car le problème des médecins est la conséquence de l'idiotie stratosphérique de nos dirigeants, car depuis des décennies, on a mis en œuvre un numerus clausus qui fait qu'on interdit aux Français de devenir médecins, qu'en revanche, on fait venir aujourd'hui le plus de médecins étrangers qu'on ne forme de médecins français. C'est d'une stupidité crasse, et pourtant, on continue à le faire pour des raisons objectivement qui probablement vous échappent autant qu'à moi, si ce n'est peut-être pour se servir des médecins étrangers pour les payer moins cher. Pour parler des sujets d'une stupidité crasse, il y a eu un débat cette semaine sur le statut de l'auto-entrepreneur, où grosso modo on a des gens qui gagnent leur vie tout seuls, qui cotisent finalement. Alors les rapports officiels nous disent qu'ils ne concurrencent pas vraiment les professions comme les artisans du bâtiment, etc. Et pourtant on veut leur supprimer, pour ceux qui veulent en faire une activité principale, leur statut au bout de 2 ans. Vous feriez quoi, vous, pour eux? Vous jugez qu'il faut qu'ils deviennent des entreprises comme les autres, ou bien est-ce qu'il y a une place pour ces gens-là? Moi, je pense que l'auto-entrepreneuriat est un bon état d'esprit. Voilà, quand les gens se prennent en charge et ont envie de travailler, essayent de s'en sortir, pour beaucoup d'entre eux, c'est extrêmement difficile et ça ne représente en réalité qu'un revenu complémentaire. Alors, il peut arriver qu'il y ait des dérives ou des abus de cette situation. Moi, je pense que plutôt que de limiter dans le temps le statut d'auto-entrepreneur, ce qui me paraît stupide, car 2 ans, c'est vrai que c'est pas beaucoup pour démarrer quelque chose. Le mieux, ce serait peut-être d'envisager de limiter en fonction du chiffre d'affaires. Car effectivement, au-delà d'un certain chiffre d'affaires, eh bien à ce moment-là, il n'y a aucune raison pour que l'auto-entrepreneur ne soit pas transformé en société et soumise à ce titre à l'ensemble des charges qui pèsent sur les autres entreprises. L'idéal étant, permettez-moi, si vraiment je voulais que je vous trouve une solution, c'est de baisser les charges des entreprises. Car en réalité, si les entreprises râlent contre la concurrence déloyale, c'est parce qu'elles se considèrent à juste titre comme écrasées de charges et que l'impôt progressif sur les entreprises qu'avait pourtant promis Monsieur Hollande n'a pas été tenu. C'est une promesse non tenue et pourtant elle aurait permis d'alléger les charges sur les PME, les PMI et les très petites entreprises qui créent de l'emploi. Vous avez parlé tout à l'heure des robinets de la gabegie grand ouvert. Je ne résiste pas à l'envie de vous demander qu'est-ce que vous faites, vous, pour réduire ces gaspillages qui, effectivement, contribuent à ce que la France dépense son argent public de façon beaucoup plus inefficace que les autres pays. D'abord, premièrement, on arrête l'immigration, car c'est une gabegie incroyable. C'est combien pour vous le coût de l'immigration? 70 milliards d'euros par an. Si on y compte... Il n'y a pas beaucoup d'études qui disent ça, hein. Eh bien, il n'y a peut-être pas beaucoup d'études qui disent ça. Les chiffres moyens, c'est entre plus 10 et moins 10 milliards. Mais moi, ce que je remarque... Oui, non, c'est pas vrai. Les chiffres moyens, c'est entre... il y a 35, il y a 50 et il y a 70. Bon, moi, je crois que c'est 70. Parce qu'il y a des coûts induits qu'évidemment, par le politiquement correct, on ne veut pas intégrer, et notamment une partie des coûts de l'insécurité. Car il y a un lien entre une immigration massive et désordonnée et l'insécurité. Bon, il y a le coût de l'Union européenne. On leur laisse quand même 7 milliards d'euros par an qu'on ne revoit jamais. Il y a le coût de la décentralisation totalement désorganisée. Et il y a le coût de la fraude sociale. Mais si on ne mettait en œuvre, ne serait-ce que les rapports chaque année de la Cour des comptes, qui sont là justement pour démontrer l'immensité des gabegies qui sont effectuées. Et puis les gabegies ne se font pas uniquement au niveau de l'État. Je peux vous dire que pour avoir été conseiller régional, c'est inouï les gaspillages que l'on peut voir, le clientélisme qu'il y a dans ces structures-là, est fait évidemment avec l'argent des contribuables. Merci Emmanuel de Chypre pour la séquence écho. Dans un instant, la suite de BFM Politique avec notre invité ce soir, Marine Le Pen. À tout de suite. Bienvenue. Bonsoir Jean-François. Petite séquence internationale avec vous. Oui, on vous a entendu sur la situation nationale. Il est temps de parler de l'international. On vous a pas entendu sur la Turquie, sur ces manifestations. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette jeunesse qui en a assez des dictats religieux et des centres commerciaux d'ailleurs, et qui entend le dire. Bon, vous comprenez bien que, par définition, je me trouve plutôt du côté de ceux qui plaident pour la laïcité et qui s'inquiètent de l'avancée, je veux dire, des contraintes islamistes en Turquie. Mais il n'en demeure pas moins que moi, je respecte aussi l'état de droit. Et
quelque part, il y a des élections en Turquie. Je veux dire, ces gens manifestent, ils ont évidemment le droit de le faire, comme en France. Mais le changement, il ne peut pas venir de manifestations violentes ou de pression de la rue. Enfin, violentes. Il vient... Elles ne sont pas violentes. Non, mais au fur et à mesure, de toute façon, si vous voulez, à un moment donné, quand on met des gens dans la rue, 1 fois, 2 fois, 10 fois, et que ça grossit de plus en plus, il y a de toute façon, à un moment donné, des dérives violentes. Soit de la part d'un État qui cherche à contraindre, à contenir, soit de la part des manifestants qui cherchent à se faire entendre, peut-être de manière Donc ils ne devraient pas manifester. Brutale. Mais si, ils peuvent manifester. Mais je crois que le mieux, c'est quand même les urnes. Ce sont les élections. Oui, Tous ces gens qui sont en désaccord, et encore une fois, je les comprends, eh bien, ils doivent s'exprimer lors des élections, puisque en Turquie, il y a un processus démocratique. Donc c'est lors de ce processus démocratique qu'il faut s'exprimer. Car vous comprenez bien que demain, je veux dire, tout manifestant qui voudrait venir jeter cul par-dessus tête un gouvernement dans n'importe quel pays démocratique pourrait ainsi... Oui, mais quand on touche, Marine Le Pen, à vos libertés individuelles... Je trouve un peu inquiétant, ça. Quand on touche, bien sûr, il y a les élections, mais quand on touche à vos libertés individuelles, sur la liberté de boire de l'alcool, sur la liberté d'avoir une vie sexuelle ou non, de prendre la pilule ou non... Eh bien, il faut voter pour ceux qui sont susceptibles de défendre ces libertés individuelles. Voilà. Est-ce que ça ne vaut pas aussi pour la France? Après tout, une loi a été votée sur le mariage homo, et hop, manifestation dans la rue que vous soutenez. C'est 2 poids 2 mesures. Non, mais encore une fois, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'ils manifestent. Je dis qu'il ne faut pas, à mon sens, les pousser. Et j'ai l'assentiment que l'Union européenne, pour des raisons probablement qui ne sont pas dites, pousse... C'est-à-dire, qu'est-ce que ça pourrait être, selon vous? Quelle raison? Ce sont des problématiques internationales entre la Turquie, les États-Unis, etc. L'Union européenne ne peut pas pousser, si vous voulez, ces manifestants à peut-être tomber dans la violence et réclamer d'un gouvernement qui a été élu. Et encore une fois, M. Erdogan n'est pas mon ami, excusez-moi. J'essaye d'être juste. J'essaye de prendre du recul comme dans toute problématique qui m'est posée comme dirigeante politique. J'essaye d'être juste et de prendre du recul. Et je me dis que l'Union européenne joue là un jeu dangereux. Voilà. Il y a toujours le processus d'intégration de la Turquie qui continue. Le commissaire à l'élargissement l'a maintenu. Et j'y suis opposé. Et vous le savez, je l'ai dit sur 1000 tons, je suis opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, car la Turquie n'est pas un pays européen, ni historiquement, ni culturellement, ni géographiquement. Voilà. Il n'en demeure pas moins que souffler sur les braises d'une contestation de rue, comme le fait l'Union européenne, me paraît être dangereux, et un jour, le boomerang pourrait revenir à son point d'origine. C'est quoi le principal fait qui fait que vous avez dit géographiquement, historiquement, mais la principale raison, est-ce que c'est l'islam qui fait, donc la religion dominante en Turquie, qui fait que vous êtes opposé à cette entrée? Non, mais rien en Turquie n'est européen, si vous voulez. J'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour la Turquie. On le voit là avec cette jeunesse, ils sont totalement... ils ont les mêmes aspirations que n'importe quel... J'ai beaucoup de respect pour la Turquie et pour les Turcs, mais la Turquie n'est pas un pays européen. Donc déjà, je suis contre l'élargissement à des pays qui sont dans l'Europe. Par conséquent, je ne vais pas être pour l'élargissement à un pays comme la Turquie. Ça me paraît ahurissant. Oui, mais est-ce que cette jeunesse-là, qui réclame les mêmes choses que la jeunesse européenne, finalement, ne change pas un peu votre regard sur la Turquie, en voyant qu'il n'y a pas que des islamistes... Mais encore une fois, c'est votre regard sur la Turquie. Moi, je connais la Turquie, j'y suis allé 3 fois. Je connais très bien, j'ai fait tout le tour des côtes turques. Bon, par conséquent, je connais les Turcs. Je sais que je n'ai pas d'a priori sur la Turquie. Je sais quelle grande nation laïque elle fut. Je comprends l'aspiration de la jeunesse à retrouver cette liberté et à s'inquiéter, encore une fois, des dérives religieuses qui visent à limiter leur liberté. Mais moi, je suis contre l'ingérence. Et je considère que c'est par le processus démocratique, quand il existe, qu'il faut que ces démarches et ces réclamations et ces inquiétudes s'expriment. Donc une fois que l'élection est passée, on ne bouge pas. Mais c'est pas on bouge, on peut manifester. La liberté de manifester fait partie des libertés, des grandes libertés publiques. Vous pensez qu'on les encourage là à manifester, que l'Union européenne jouerait un jeu dangereux? Voilà, je m'étonne que l'Union européenne rappelle à l'ordre. C'est normal, il y a un processus d'intégration, donc il faut aussi qu'ils respectent un minimum de démocratie. Eh bien, chacun donc s'aperçoit. C'est pas caché, il a dit Stéphane Fuller. Eh bien, chacun donc s'aperçoit que l'Union européenne, lorsqu'on veut y entrer ou lorsqu'on y est entré, eh bien, il n'y a plus de
de souveraineté du peuple. C'est l'Union européenne qui décide à votre place. C'est normal qu'il y ait des critères pour entrer ou non dans l'Union européenne. Non, ce qui n'est pas normal, monsieur, c'est que ça fait des années qu'on dit à la Turquie, demain, faites un effort, on ouvre un nouveau chapitre, etc. Alors qu'il serait tellement plus simple de leur dire, écoutez, nous vous respectons beaucoup, mais vous n'entrerez pas dans l'Union européenne. Et pour au moins une bonne raison, c'est que les peuples européens y sont opposés. Est-ce que vous pensez toujours, parce que c'est vrai qu'on vous entend dire on a méprisé la Turquie, justement, on leur a promis des choses qu'on pourra pas tenir. Je me souviens d'une phrase, c'était lors d'un discours en Loire-Atlantique en mars 2012, c'était juste après l'affaire Mohamed Merah. Vous disiez combien de Mohamed Merah dans les 300 clandestins qui arrivent chaque jour en Grèce via la Turquie, première étape de leur odyssée européenne. Est-ce que vous pensez toujours que la Turquie, et ce qui ferait justement une raison de plus de refuser de l'accueillir dans l'Union européenne, serait que c'est une porte à 300 potentiels Mohamed Merah? C'est pas des gens qui viennent de la Turquie, ce sont des gens qui viennent via la Turquie. Oui, mais enfin, pourquoi est-ce que je reprocherais à la Turquie d'être une passoire? Est-ce que vous ne croyez pas que la logique et la justice voudraient que je d'abord condamne l'Union européenne d'être une passoire? Car ça n'est pas la Turquie qui est censée régler les problèmes de l'immigration de l'Union européenne. Au départ, ça devait être l'Union européenne. Moyennant quoi je dis que l'Union européenne est incapable de protéger nos frontières et que donc je suis pour la suspension totale de Schengen et que la France protège ses propres frontières car personne d'autre ne le fera mieux qu'elle. Sur la Syrie, vous avez condamné la levée de l'embargo sur les armes à destination des rebelles syriens. Pourquoi ? D'abord parce que les rebelles syriens sont en grande partie des islamistes terroristes. Deuxièmement parce que c'est une inouïe hypocrisie, car en réalité cela fait des mois et des mois que le Qatar et que l'Arabie saoudite arment avec l'accord de l'Union européenne et même parfois avec les armes fabriquées par l'Union européenne, les rebelles. Donc cette décision qui est apparue comme une nouveauté était en réalité la validation d'un fait acquis qui est le soutien, l'aide, l'assistance apportée par le Qatar qui est censé être un grand ami de l'Union européenne. Il a même accueilli votre ami Robert Ménard en 2007. À des rebelles que l'on qualifie de rebelles parce qu'on trouve ça sympathique en refusant de voir la réalité, c'est-à-dire le fait qu'ils sont totalement manipulés par les fondamentalistes islamiques. Mais pardonnez-moi, Marine Le Pen, mais du côté de Bachar el-Assad, il y a maintenant le Hezbollah, le Parti de Dieu, chiite libanais, qui ne sont pas vraiment non plus des grands laïcs. Mais non, mais encore une fois, moi je suis contre l'ingérence, je ne suis pas là pour régler leur guerre civile. Ce que je dénonce, mais ça veut dire quoi, qu'il n'y a pas de politique internationale au Front National, finalement. Parce que l'ingérence, ça veut dire qu'on ne fait rien dès lors qu'on sort du territoire. Ça veut dire qu'on agit par la diplomatie. Et la France devrait agir par la diplomatie. C'est le cas en ce moment. Non, ça n'est pas le cas. Il y a un plan entre les Russes, les Américains. Oui, d'accord. Ça n'est pas le cas puisque la France vient de dire qu'il fallait en gros faire la guerre en Syrie. La Libye, ça ne nous a pas suffi. Bon, on a mis en place des fondamentalistes islamiques. Ils ont imposé la charia. Aujourd'hui, ils sont en train de réduire comme jamais les libertés individuelles dont vous parliez tout à l'heure et les grandes libertés publiques. Et on veut faire la même chose en Syrie ? Votre père disait qu'il regrettait, puisque vous parlez de la Libye, la paix qui régnait sous le règne du colonel Kadhafi. Est-ce que vous partagez ça ? Parce que vous dites il y a la charia maintenant. Est-ce qu'il y avait vraiment la paix à l'époque du colonel Kadhafi ? En tout cas, si j'en crois ceux qui y vivaient, ils vivaient plus en paix qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de liberté de la presse, il y avait des exécutions sommaires. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a quoi, monsieur ? Non, mais d'accord, mais aujourd'hui... Non, mais c'est avec nos armes qu'on l'a fait. Si vous voulez, au moins, c'était pas notre responsabilité. Là, aujourd'hui, c'est avec nos armes. Mais j'ai l'impression... C'est avec notre assistance qu'on a mis en œuvre un gouvernement qui impose la charia. Vous êtes content de cela ? Non, mais moi, je suis pas content. J'ai pas à être content de ça. Mais simplement, j'ai l'impression que vous dites, c'est un peu, on s'en lave les mains. Finalement, il n'y a pas d'ingérence. Vous avez déclaré ça sur une chaîne pro El Assad, Sama TV. Au fond, et d'ailleurs, ils ont salué votre lucidité politique. Mais à savoir, voilà, on sent, c'était pas, on n'a pas à faire ça avec nos armes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la Syrie ? La diplomatie est quelque chose qui peut amener des résultats pour peu qu'on en prenne la voie. Est-ce que vous croyez que la voie consistant à accuser manifestement avec des preuves qui sont contestables, puisque même les États-Unis, qui pourtant sont jamais les derniers pour aller faire la guerre, laissez-moi terminer, monsieur. Sur les armes chimiques. D'accord ? Oui. C'est ça, deux envoyés du monde et les gens de le rapport de Sergio Pinero de l'ONU. Deux envoyés du monde. Non, alors et l'ONU. Pardon. Deux envoyés du monde, témoins visuels. C'est exactement l'inverse. Des gens qui vomissent, qui suffoquent. Moi, j'ai lu Madame Carla Del Ponte, qui est quand même pas encore une fois
Madame Carla Del Ponte, qui est observatrice de l'ONU, qui a dit « les armes chimiques sont utilisées par les rebelles ». Or, je me souviens, permettez-moi d'être prudente quand même, et vous devriez l'être aussi, de toute l'opération d'enfumage et de manipulation qu'on a vécue pendant la guerre d'Irak. Je me souviens de la fiole d'anthrax qu'on nous avait montré, les armes de destruction massive. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Est-ce que Bachar el-Assad est un dictateur? Voilà, dictateur ou pas? Est-ce que Bachar el-Assad est à la tête d'un gouvernement totalitaire? Non, est-ce que c'est un dictateur? Autoritaire. Pour vous, c'est un dictateur ou pas? Qu'est-ce que vous appelez un dictateur? Je vous pose la question. Non, mais moi, je vous demande qu'est-ce que vous avez... Vous me posez une question, je vous pose une Quelqu'un question. qui exerce son pouvoir en décidant uniquement ultra-autoritaire, avec dans un gouvernement qui n'est pas un état de droit. Est-ce qu'il y avait des élections? Non, c'était pas plus démocratique, il faut bien le dire, qu'au Qatar, qui est un grand ami de la France, qu'en Arabie Saoudite, qui est une grande amie de la France, et que comme ça, un certain nombre de pays autoritaires, c'est incontestable, mais au moins... C'était pas démocratique, mais au moins c'était laïque. C'est-à-dire que l'on n'imposait pas la loi religieuse en supprimant des libertés individuelles et des libertés publiques. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. En Libye, ça n'est plus le cas. Le peuple syrien était libre. Mais le peuple saoudien est libre. Non, mais le peuple qatari est libre, oui, ceux à qui, mais permettez-moi, ceux à qui on ouvre la porte de nos entreprises, ceux à qui on donne des accords fiscaux pour qu'ils ne payent pas d'impôts sur les plus-values alors que les Français en payent, ce sont des peuples libres. Non, ce ne sont pas des peuples libres. Alors vous croyez pas encore de bombardement sur les civils au Qatar. Ah bon, à Bahreïn, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, à Bahreïn? Vous vous en souvenez? Et là, on n'a pas levé le petit doigt à Bahreïn. Peut-être parce que ça nous arrangeait pas sur le plan de la géostratégie. Alors je vais vous dire, la morale à géométrie variable, moi je pense objectivement que c'est éminemment condamnable. Merci à vous, Christophe Onodibio du magazine Le Point. Alors, Marine Le Pen a dit tout à l'heure, nous ne voulons plus de vous au sujet des groupuscules d'extrême droite dont il est question cette semaine. Est-ce qu'elle vous a convaincu, Benoît Apparu? Écoutez, j'ai pas de raison de ne pas croire les déclarations de Marine Le Pen. Est-ce que pour vous, le Front National n'est plus un parti d'extrême droite? C'est pas le même sujet. Entre des groupuscules d'extrême droite et des partis d'extrême droite, il y a des nuances qui peuvent exister. Moi, je pris en compte ce que disait Marine Le Pen à l'instant. Elle souhaite, si j'ai bien compris, la dissolution de ces groupuscules. Tant mieux, tout le monde le souhaite. Alors, UMP et Front National, vous êtes, si je puis dire, côte à côte dans les manifestations contre le mariage homo. C'est un petit résumé un peu rapide des choses, me semble-t-il. D'autant que M. Apparu, il est pour, alors. Je n'en doute pas. Il m'avait semblé d'ailleurs que votre propre position était très ambiguë, Madame Le Pen. Non, elle a été très claire. Changé là-dessus, d'ailleurs. Non, elle a été très claire. Ah non, mais monsieur, moi j'ai toujours dit, j'ai clairement dit que moi j'étais contre le mariage homosexuel, ça a été extrêmement clair. Mais moi je ne confonds pas la forme et le fond. Vous êtes pour, moi je suis contre, mais encore une fois, c'est ça aussi la démocratie. Hein. Il a fait sembler à tout le monde que votre position était plus ambiguë que celle-là et que celle du Front National était beaucoup plus ambiguë, qu'il y avait des nuances entre vous. Mais ça peut arriver, c'est pas choquant. Non, il n'y en avait pas, monsieur Apparu, je vous rassure. Alors ma question était finalement UMP et Front National, où est la frontière? Nous avons des élections qui arrivent. Tenez, on va commencer par les municipales, puis il y aura les européennes. Est-ce que vous pouvez un jour ou l'autre vous entendre, oui ou non? C'est ma question. Qui commence? La réponse, non. Pour des raisons très simples. Nous n'avons pas les mêmes projets politiques. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. J'ai écouté Marine Le Pen tout à l'heure. Si je prends par exemple la stratégie économique qui était développée sur la sortie de l'euro, je ne vois pas comment je peux m'entendre avec un parti politique qui prône la sortie de l'euro. Ce serait une erreur pour la France, pour les Français. Ce serait d'ailleurs ruiner la France et les Français. Donc pour ces raisons-là, je ne vois pas comment je pourrais passer alliance avec Marine Le Pen. Valeurs, projets qui ne sont pas les mêmes. Donc non, je ne passe pas d'alliance électorale avec Madame Le Pen ou avec le Front National. Et l'UMP, la position de l'UMP est claire depuis 30 ans sur ce sujet-là. Marine Le Pen, est-ce qu'aucun accord est possible dans les élections à venir ou pas? Non, mais moi d'abord, je voudrais remercier M. Apparu. Du fond du cœur et sincèrement, parce que je trouve que c'est un grand... La vacherie va arriver normalement. C'est un grand pédagogue de l'UMPS. Puisque M. Apparu est celui qui a proposé un gouvernement d'union nationale UMP-PS. 10 ministres UMP, 10 ministres PS, un président de la République PS, un Premier ministre UMP. Et merci, parce que ça fait des années que je le dis, et vous avez démontré par là, et c'est tout à fait légitime d'ailleurs, qu'effectivement, vous aviez une très grande proximité idéologique avec le PS, vous avez voté ensemble le traité de Lisbonne, vous êtes d'accord sur l'immigration, vous êtes d'accord sur l'Europe fédérale, vous avez voté ensemble le traité budgétaire, vous êtes d'accord sur l'allongement des retraites, vous êtes d'accord sur la TVA sociale, vous êtes d'accord sur le grand marché transatlantique,
Vous êtes d'accord sur le fait de ne pas respecter le référendum de 2005 lorsque les Français ont voté contre, vous avez tous ensemble voté pour. Donc moi je comprends qu'il y ait eu, je le dis d'ailleurs, donc on est d'accord là-dessus. Il y a une grande proximité idéologique entre l'UMP et le PS, et c'est vrai qu'il y a une grande différence avec le Front National. Pour répondre à cette question-là essentielle, j'ai proposé un gouvernement d'union nationale. Pourquoi ? Parce que je considère que la situation de la France est telle que nous devons effectivement mettre toutes les forces politiques ensemble pour sortir la France de la crise. Parce que pour ce qui me concerne, non, parce qu'on n'a pas les mêmes, là encore, on n'a pas les mêmes fondamentaux. Alors par exemple, le PS, oui. Non, si vous me laissez finir un instant, on n'a pas les mêmes fondamentaux, par exemple sur l'euro, qui est un élément essentiel, me semble-t-il, de la stratégie économique de la France. Un point quand même. Pourquoi je l'ai proposé ? Parce que justement, je mets l'intérêt supérieur du pays au-delà des intérêts électoraux. C'est peut-être ce qui nous différencie. Et deuxième élément, je reprends le listing de Madame Le Pen. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas moi qui fais élire des députés PS. C'est pas moi, enfin c'est pas moi, c'est votre père en l'occurrence qui a appelé à voter contre Jacques Chirac. C'est pas moi qui, au second tour de l'élection présidentielle, a refusé de choisir. Et c'est pas moi qui, par exemple, dans le Vaucluse, est passé un accord avec le Parti socialiste pour faire élire mes députés du Front National. Donc, de grâce, vos leçons en la matière de proximité idéologique avec les uns et les autres, moi, je n'ai pas de... Mais pardon, monsieur pour reprendre votre terme, je n'ai pas, pour ce qui me concerne, d'accord électoral passé avec l'artiste. Mais monsieur Apparu, écoutez, allez, là encore, cette leçon de morale à double vitesse, c'est bien, Madame Le Pen. Soyez raisonnable. Vouloir me donner une leçon sur ma proximité idéologique potentielle avec le Parti socialiste, moi, je n'ai pas de proximité électorale avec le Parti socialiste. Moi, je ne parle pas d'élection. Parce que vous voyez, le grand problème de la vie politique, et vous participez à ça, c'est que vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vous allez être élu, mais comment vous allez être élu. Ah non, justement. Et vous êtes moi, je me pose la question de ce que je vais faire quand je serai élu. Avec le Parti socialiste. Vous me dites, moi, je ne fais pas voter pour le Parti socialiste. Mais vous parlez à une candidate, monsieur, à Hénin-Beaumont, où l'UMP a appelé à voter socialiste. Et en plus, un socialiste corrompu pour me battre. Madame, de vos positions, de votre parti. Vous avez fait élire des députés socialistes, pas moi. C'est toute la différence entre nous. Vous avez nommé madame Nathalie Kosciusko-Morizet candidate à Paris. Et vous avez appelé voter PS contre elle. Mais pas du tout. Si, attendez, vos déclarations. Vos déclarations a été, par exemple, de faire appeler à voter contre Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est-à-dire... Attendez, c'est vos déclarations. Vous racontez n'importe quoi, on a un candidat à Paris, on appelle à voter pour notre candidat. Je parle de l'Essonne. C'est pas les rendre Saint-Just. Je parle de l'Essonne il y a un an. C'est vous, Madame Le Pen, qui il y a un an avez appelé à voter socialiste. Monsieur Apparu. Attendez, alors dis pas que c'est faux. Parce que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet... Est-ce que vous avez appelé à voter PS? Oui ou non? Parce que madame... Oui ou non? Non, monsieur, excusez-moi, mais... la question. Non, monsieur, on n'est pas dans un cabinet de juge d'instruction. Pas du tout, mais je vous demande quand même de répondre à la question. Madame Nathalie Kosciusko-Morizet... Vous m'avez dit l'inverse il y a 2 minutes. Madame Nathalie Kosciusko-Morizet avait dit clairement que elle, en cas de choix entre le Front National et le PS, elle appelait à voter PS. Elle a eu la monnaie de sa pièce, monsieur. Donc vous avez bien appelé à voter PS. Mais nous n'avons pas appelé à voter PS. Et dans le Vaucluse, vous avez passé un accord avec eux. En revanche, l'UMP et le PS... Mais vous dites vous-même, je ne comprends pas pourquoi vous ne l'assumez plus. Vous dites, on veut faire un gouvernement commun. Excusez-moi, mais pour être en tandem sur un vélo, il faut quand même aller dans la même direction. Je suis désolé, c'est logique. Il est évident qu'en tandem avec le PS, vous iriez dans la même direction. Il n'y a aucun problème. Marine Le Pen et Benoît Apparu, admettez-le, sinon ça n'a aucun sens. On a la sensation que les appareils, donc les deux partis sont antagonistes, ils briguent les mêmes places, mais qu'au fond, les électorats seraient prêts parfois à voter dans le même sens localement, au coup par coup. Pour une raison simple, monsieur. C'est faux. Mais monsieur Aquili, pour une raison simple. Des électeurs UMP et des électeurs FN. Non, mais le problème, c'est qu'il existe un fossé entre les électeurs de l'UMP et la direction de l'UMP. Mais ça vaut aussi pour les candidats FN et leurs électeurs. Mais en aucun cas. Vous allez sur le terrain et les électeurs de l'UMP, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent, mais nous, on ne se sent pas du tout proche du PS. Et monsieur Apparu, la proposition qu'il fait, les électeurs de l'UMP n'en veulent pas. Voilà, parce qu'en réalité, ils sont embarqués dans cette proximité idéologique par leurs dirigeants, alors qu'ils ne se sentent aucune proximité idéologique avec le Parti socialiste. Juste un point. Je rappelle sur la proximité qu'un sondage qui a été fait par le JDD montrait que 83% des électeurs de l'UMP étaient favorables à un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? Parce que ce qui nous importe, c'est quoi? Pas qu'avec le PS. C'est de sortir le pays de la crise. Pas avec le PS. C'est de sortir le pays de la crise. C'est ça qui nous importe. Et moi, je vous le dis très sincèrement, je préfère avoir un gouvernement d'union nationale pour les 4 ans qui viennent qu'avoir le PS seul au pouvoir pour les 4 ans qui viennent. Parce que le PS, aujourd'hui, n'a pas la capacité de sortir la France de la crise. Raison pour laquelle je passe la France avant le reste. Et au sujet des électorats, et au sujet de la proximité locale des électorats des deux partis. Je ne crois pas qu'il y ait cette proximité. Vous savez, à droite, nous avons toujours eu une diversité.
Vous êtes un observateur politique Ça, attentif c'est le depuis moins un qu'on certain nombre puisse dire. d'années. Et nous avons toujours eu, par exemple, un Charles Pasqua qui, si mes souvenirs sont bons, ne représentait pas une droite, entre guillemets, particulièrement centriste. Et nous avons toujours su, au sein du RPR, puis au sein de l'UMP, faire cohabiter différentes droites, des droites plus conservatrices, des droites plus dures, des droites plus modernes. Et nous entendons bien, au sein de l'UMP, tenir cette ligne-là, c'est-à-dire d'avoir une diversité des droites qui nous permet d'exprimer différentes positions, mais de nous rassembler sur l'essentiel. Et je crois que le credo de l'UMP doit rester celui-là. Alors, à titre d'exemple, je cite Jean-Claude Gaudin dans la Provence aujourd'hui, qui exclut formellement toute alliance avec le Front National, Marine Le Pen. Il se dit convaincu de pouvoir gouverner avec une majorité relative si nécessaire. Donc il y a un rejet de ce que vous êtes. Hein. Non mais encore une fois, d'ailleurs Monsieur Apparu sort la même rhétorique qu'on entend tout le temps. Oui, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a jamais réussi à savoir d'ailleurs quelles étaient ces valeurs. Mais enfin c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Moi c'est le terrain économique qui m'intéresse plus, sur lequel j'aimerais bien revenir d'ailleurs. Moi, si vous voulez, à part les anathèmes, parce que moi j'ai toujours la même chose. Les anathèmes, les grandes déclarations d'intention. Moi, je vous ai donné des faits précis, des points qui sont des points essentiels sur lesquels le PS et l'UMP sont main dans la main. Et je vais vous donner un autre élément, Monsieur Apparu. Le 21 mai dernier, au Parlement européen, l'UMP et le PS ont voté ensemble pour la retraite par capitalisation et par fonds de pension. Les deux, la main dans la main. Malgré les discours que vous faites quand vous êtes sur le territoire national, j'ai rarement vu une telle proximité idéologique. Vous êtes pour cette Europe-là, vous êtes pour en faire plus, vous êtes pour transférer les souverainetés de la France à l'Union européenne, vous l'avez d'ailleurs fait. Vous êtes pour vous asseoir sur le référendum quand les Français disent non, c'est-à-dire trahir leurs paroles, trahir ce qu'ils vous ont exprimé. Et ça, eh bien, vous n'êtes pas effectivement un parti qui respecte la démocratie. Vous voyez, moi, je vous renvoie à la balle. C'est vous qui n'êtes pas républicain quand vous faites du communautarisme. C'est vous qui n'êtes pas républicain lorsque vous acceptez les reculs de la laïcité. C'est vous qui n'êtes pas des démocrates lorsque vous refusez le référendum d'initiative populaire. Lorsque, encore une fois, vous ne respectez pas le vote des Français. C'est vous qui ne respectez pas les règles de notre République française. On a compris le message. Vous venez de finir votre petite liste et de lire votre petite liste, très bien. Revenons sur des choses très concrètes. Si j'ai bien compris pour ce qui vous concerne, vous êtes par exemple pour le maintien de la retraite à 60 ans. Vous avez dénoncé la réforme du gouvernement précédent et vous allez, j'imagine, dénoncer ce qui va se faire dans quelques semaines si, comme on peut l'espérer et le souhaiter, le Parti socialiste et le gouvernement daignent enfin s'occuper de ce problème-là. Mais quelles sont vos solutions? Zéro? Ah bon? Parce que là encore, vous nous dites retraite à 60 ans, on tient, on bouge pas. Vous faites quoi? Vous baissez les pensions? Monsieur, non mais je ne rentrerai pas dans le triangle des Bermudes du MEDEF, ça c'est vous ça. Alors, voilà. Donc il n'y a aucun triangle du MEDEF. Le MEDEF vous donne 3 solutions et vous êtes enfermé dans le triangle des Bermudes du MEDEF. C'est pas le MEDEF. Écoutez-moi, jusqu'à preuve dans votre gouvernement d'union nationale, si vous le voulez bien. Je finis si ça vous dérange pas. Sur la retraite à 60 ans, par exemple, Madame Le Pen et son parti politique, le Front National, campent sur une situation de facilité. Les Français ne veulent pas bouger, donc on suit les Français. Monsieur. Malheureusement, la responsabilité d'un parti politique, c'est de pouvoir répondre aux problèmes de financement et aux 20 milliards qui vont nous manquer d'ici 2020. Mais le Front National n'a pas de réponse très concrète sur ce sujet-là. 20 milliards, c'est le coût de la Deuxième point. Pourquoi vous l'avez pas réglé le problème de la parce que vous allez le régler comme ça, vous. Hop, oui, monsieur, comme ça. Oui, coup de la main, vous allez nous régler les 20 milliards de dépenses biométrique, ce que vous n'avez pas fait, vous avez refusé de le faire car vous aviez peur que ça mette le feu aux banlieues. Voilà la réalité. Vous avez eu peur. Tout ce que vous proposez aujourd'hui, tout ce que vous avez proposé aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir. Car en fait, vous avez la trouille. Voilà la réalité. Nous n'avons pas la trouille, nous assumons les choses. La facilité, c'est de demander des sacrifices aux Français en toutes circonstances avant même de faire des économies. Voilà la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une immigration massive, que vous n'avez rien fait pour la contraindre, qu'aujourd'hui, eh bien, il faut prendre en charge des gens qui travaillent pas par définition, parce qu'il n'y a pas de travail, monsieur Apparu. Avec la retraite, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Non, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Mais je vois pas le rapport. Tout ça, ça dépense. Tout ça, ça attendez tous les deux, on va procéder par ordre. Vous êtes d'accord pour que les allocations familiales soient touchées, alors que, objectivement, vous vous rendez bien compte que la première chose à faire... Attendez. Celui qui paye reçoit, celui qui ne paye pas ne reçoit pas. Quelle que soit sa nationalité. Marine Le Pen, la retraite à 60 ans, ça vous considérez normal l'aide médicale d'État, vous êtes pour maintenir l'aide médicale d'État pour les clandestins. D'État. C'est 800 millions d'euros. Ah oui, plus ça, plus le logement d'urgence, plus le droit d'asile, Madame Le Pen, restons précis, plus. Ne fuyez pas le débat. Non, je ne fais pas du tout. 800 millions d'euros d'aide médicale d'État contre un déficit de 20 milliards. Avec ça, vous avez réglé 4% du problème. Bravo, je pense que les Français seront contents de l'entendre. Et malheureusement,
toutes les préconisations du Front National sont à l'aune de celle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Attendez, il nous reste 2 minutes. Je voudrais revenir un instant, si vous Moi, le je voulez voudrais bien. que les Un instant, je voudrais revenir Français sur aillent l'euro, si vous voulez regarder bien. mon projet présidentiel sur le site internet du Sortir de Front l'euro, National. par exemple, en ruinant les Français. Ils vont voir que non seulement ce projet est extrêmement complet, mais que de surcroît, il est chiffré, monsieur Apparu. Donc vous lancez des grands trucs en disant c'est pas possible, c'est pas faisable, il faut que tout le monde je viens paye, de le il faut que démontrer. les retraités en prennent plein la viens de figure, le démontrer. il faut que les chômeurs en prennent plein la figure, il faut que tout le monde en prenne plein la figure. Voilà. Parce qu'en fait, vous cherchez à cacher que vous avez été incapable de prendre les mesures courageuses qui étaient nécessaires quand vous étiez au pouvoir. Mais nous Moi, avons- je les prends et je les chiffre. Non, vous les prenez pas, Mais vous êtes il pas faut au pouvoir. prendre des décisions. Oui. Voilà, il faut avoir le courage de dire l'immigration, c'est terminé. Oui, attendez, On madame. arrête, par exemple. L'Union européenne, les 7 milliards perdus, on arrête. La fraude sociale, on arrête. Benoît Mais Paris, pour ça, sur encore une fois, l'immigration, que il dites-vous faut avoir le courage de le faire. Si elle veut bien me laisser juste Allez, une minute laissez parler Benoît Paris. sur Il reste une l'immigration. minute. Quelle est la position de l'UMP? Elle est très claire. Nous voulons évidemment stopper l'immigration clandestine et nous voulons renvoyer dans leur pays d'origine les immigrés clandestins. Point 1. Point 2 sur l'immigration officielle. Comme l'avait préconisé Nicolas Sarkozy, nous souhaitons réduire cette immigration officielle. Pourquoi il l'a parce pas que la fait ? Ça France, s'appelle l'immigration parce que nous choisie. l'avons fait, Pourquoi il l'a pas parce fait que la France n'a pas les moyens aujourd'hui d'accueillir malheureusement sur son il territoire l'a pas fait pour des situations, pour des réponses économiques et sociales que nous n'avons pas à leur apporter. Deuxième élément, je reviens quand même sur un point Il reste une minute, fondamental. hein. Une minute. L'euro, qui est le fer de lance de Madame Le Pen et de son projet économique. Et je voudrais rappeler un point. Son équation est de dire je sors de l'euro pour faire une dévaluation. Je voudrais juste rappeler un chiffre. 70% de notre commerce se fait avec des pays qui sont à l'intérieur de la zone euro. Autrement dit, ça veut dire que les problèmes de la France, c'est pas l'euro, contrairement à ce qu'elle nous dit. C'est la faiblesse de notre compétitivité industrielle. Parce que l'Allemagne a la même monnaie que nous, ils n'ont Allez, pas les mêmes en problèmes que quelques nous. mots, Marine Ça Le veut Pen. clairement dire que c'est pas Ayons l'euro le problème. J'ajoute un dernier point Mais sur ce c'est tout à sujet-là. fait- Mais non, c'est vrai, je suis désolé. C'est tout à fait Nous faux. n'avons plus le Nous temps. n'avons pas la même monnaie que l'euro. Mais vous que savez l'Allemagne. pertinemment, même les gens de chez vous admettent que l'euro est surévalué et depuis attendez, tellement longtemps, même les gens de chez vous, Je vous parle de certains seulement, 70% ils ont pas trop le du courage commerce ils ont français pas trop le courage qui se de le fait dire, à l'intérieur de la zone euro. Parce que c'est une religion l'euro, alors faut surtout pas, sinon on blasphème. Mais les économistes Allez. de chez vous, ils le savent pertinemment que l'euro est surévalué et qu'il faut le dévaluer, comme d'ailleurs vient de le faire le Allez, Japon, c'est fini. avec beaucoup de résultats, avec une expansion de leur économie, avec le redémarrage de fini. leur industrie, avec la baisse de leur chômage. Marine Le Pen. Vous le savez Vous pertinemment. oubliez oubliez Benoît que Paris, vous c'est n'osez fini. pas le 70% de notre dire. commerce est à l'intérieur de C'est l'Europe, terminé. dans la zone euro. Mais c'est pas grave, Vous vous oubliez de Manifestement- le sortir avec Allez. l'ensemble de nos partenaires européens de manière Manifestement, concertée de Marine l'euro. Le Pen, Donc vous ruinerez les Français. Stop. Mais non, Mais c'est vous si. qui les Pas ruinez, du tout. comme à Chypre. C'est vous qui les Vous les ruinez avec ruinerez cette comment monnaie. Allez, vous les c'est ruinez fini. comme à Avec- Chypre. Juste un Voilà. argument. Non, Comme à c'est Chypre. non, non, c'est fini. Les dépôts C'est bancaires, fini. clac. Non, Allez. parce que la dette des Français restera libellée en euros. Ils Ah. devront continuer à Mais rembourser en n'importe euros. quoi, ça alors qu'ils n'existera seront payés en francs. plus. Marine Le Pen. Lisez Sapir, mais c'est lisez faux. Sapir, Mais c'est faux. lisez C'est Benoît Sapir. Paris. Mentez aux Français, Madame Le Lisez Pen. Je suis Sapir. désolé. Vous n'avez jamais fait une critique intelligente et posée, par exemple, des études de Monsieur Sapir. Moi, je raconte pas des trucs comme Allez. ça. J'ai des études précises qui sont faites par un économiste. Où sont les vôtres? Ah bon, il y en a 50 qui vous Où est la diront l'inverse, donc c'est ce contestation? que vous voulez. Où est la Mais contestation c'est très des simple. études de Monsieur Sapir? Mais c'est Nulle très part. simple. Aujourd'hui, un Libellé. économiste portugais Allez, stop. a proposé exactement ce que je propose. La sortie Marine concertée Le de Pen, l'euro. Marine C'est Le la Pen. plus grosse vente de livres du Portugal. Vous voyez pas que ça bouge autour de nous? Non, vous restez coincés dans cette monnaie qui est une monnaie religieuse imposée par Bon, l'Union européenne. vous n'êtes pas Si d'accord. vous voulez ruiner les Français, bravo. Vous n'êtes pas Oh, d'accord. mais Stop. bon Je choix. vous coupe la parole tous les deux. Merci Benoît Paru Merci à vous. d'avoir voulu débattre, si je puis dire, avec Marine Le Pen. Merci pour ce Pourquoi face-à-face. tout le monde n'aurait pas voulu C'était très bien. C'est un débat, c'est normal, C'était c'est ça. impeccable. Je vois que FN et UMP ne sont pas complètement d'accord sur la politique C'est clair. à mener pour Ça ce vous avait pays. échappé avant? Ça, non, pas du tout. Vous me Ça rassurez. me rassure aussi. Merci à tous les deux. Dans un revoir, instant, au revoir. c'est l'ultime séquence. Au revoir, Benoît à Paris. Merci Au revoir. d'être venu ce soir. Dans un instant, l'ultime séquence, c'est l'After RMC avec Véronique Jacquier. Tout de suite. Bonsoir Jean-François, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Alors vous venez d'avoir un débat très musclé avec Benoît Apparu. On va se recentrer sur un sujet qui a été évoqué, mais enfin un petit peu trop effleuré à mon goût, c'est sur les retraites. Le sujet est mis sur la table cette semaine. Vous vous dites, à tout craint, c'est la faute à Bruxelles, on vous réécoute. C'est la France triple A. Hein. Austérité, austérité,
Austérité. Voilà. C'est la feuille de route de l'Union européenne, la feuille de route de la Commission, qui nous dit, ben voilà, il faut continuer l'austérité, il faut continuer sur la route de la Grèce. Or, moi, je suis en désaccord avec l'intégralité de cette politique. Je dis qu'il faut d'abord créer la richesse, il faut arrêter l'hémorragie de l'emploi, car sinon, rien ne sera possible. Alors, est-ce que c'est pas un peu court de dire que c'est la faute à Bruxelles et que il faut d'abord le plein emploi avant de trouver quelque chose d'équitable pour faire en sorte qu'il y ait une justice au niveau des retraites? Parce que quand on regarde votre programme, et je l'ai regardé avant évidemment de préparer cette émission, vous êtes effectivement toujours pour la retraite à 60 ans, vous êtes même pour une caisse spécifique pour les fonctionnaires. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on préconise dans les mois et dans les années qui viennent. Mais oui, parce que toutes les préconisations sont faites encore une fois par le MEDEF. Et vous avez des débats entre gens, et dont je voulais démontrer que M. Apparu, qui en fait sont d'accord ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont pour taper sur les retraités ou taper sur les travailleurs en vue de leur retraite. Moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que, et c'est une vision que tout le monde devrait avoir, la première manière de sauver les retraites, et d'ailleurs tout notre système de protection sociale, c'est de retrouver la voie de l'emploi. Car s'il n'y a pas d'emploi, s'il y a de moins en moins d'emplois, vous n'allez pas faire travailler des gens jusqu'à 75 ans, mais comment vous faites pour retrouver 80 ans, car vous n'arriverez plus à payer, puisque par définition, dans un système auquel je tiens de retraite par répartition, ce sont ceux qui travaillent qui payent la retraite de ceux qui ne travaillent plus. Mais tous les politiques sont d'accord avec vous, de l'emploi, et puis après, des super retraites. Mais oui, mais sauf que ça fait 30 ans que personne n'y arrive. Oui, mais parce qu'ils sont contraints par le carcan européen, parce qu'ils se refusent à reprendre la main sur notre économie, parce qu'ils se refusent à faire ce que le Japon vient de faire, salué d'ailleurs au Japon par François Hollande, mais pas en France. Bon, ils se refusent à cela, donc ils n'ont pas d'autre choix que de dire, c'est les Français qui vont une nouvelle fois être obligés de payer. Moi, je dis, par principe, la démographie, faire une politique nataliste, on fait exactement l'inverse avec la baisse des allocations familiales. 2, retrouver les voies de l'emploi par tous les moyens dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est pas seulement l'euro, c'est l'euro, la réindustrialisation, c'est le protectionnisme, c'est le patriotisme économique. Comment vous pouvez être pour des mesures, j'ai envie de dire aussi conservatrices en mesure de retraite, par exemple le retour de la retraite à 60 ans, alors que dans tous les pays d'Europe, on passe à 65 ans? Mais madame, dans tous les pays d'Europe, on est soumis au carcan européen. Alors je vais vous dire une chose. Est-ce que vous ne pensez pas que le nombre fait force? Parce que moi, je suis en désaccord avec la méthode. Voyez-vous, si demain, après avoir été au pouvoir 4 ans, je m'aperçois que malgré toutes les mesures de réarmement de mon économie française, eh bien, il y a toujours une difficulté pour financer les retraites. Alors j'irai devant les Français et je leur dirai, écoutez, j'ai tout fait. J'ai arrêté les gaspillages. J'ai remis en route ce qui devait l'être. J'ai recréé l'emploi dans notre pays. Mais malgré tout cela, je suis obligé de vous demander un sacrifice. Alors ils accepteront de le faire. S'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on les prend pour des pigeons. Voilà. Ils ont le sentiment qu'à chaque fois, avant même de faire un effort, la première solution, c'est de dire, allez, on va serrer la ceinture. Et ils en ont marre. Parce que parallèlement, ils voient l'AME, ils voient les types qui déboulent de nulle part et qui touchent 750 € de retraite alors qu'ils n'ont jamais cotisé ni travaillé en France. Ils voient tout ça et ça les scandalise. Et ils ont raison d'être indignés de cela. D'accord, mais en attendant, votre politique, c'est quand même de la politique fiction sur les retraites. Parce que et si on sort de Bruxelles, et si ceci, et si cela. Vous plaisantez, ma chère madame. Car si je suis au pouvoir, j'appliquerai les solutions pour lesquelles j'ai été élu. C'est vous qui considérez que c'est de la politique fiction. Les Français, eux, ils considèrent que c'est eux qui décident encore un petit peu. Bon, et moi je leur dis, dépêchez-vous de décider. Car à la vitesse à laquelle l'UMP et le PS acceptent les transferts de souveraineté de notre pays, où vous ne décidez plus de la politique d'immigration, vous ne décidez plus qui entre et se maintient sur le territoire, vous décidez plus de votre monnaie, vous décidez plus de votre budget, vous décidez plus de vos lois, eh bien croyez-moi, demain, probablement, on vous mènera à l'urne, mais ce que vous mettrez dans l'urne, comme c'était le cas en 2005, ne servira plus à rien. Alors, pendant l'émission, il a été beaucoup question de votre positionnement par rapport à la mobilisation contre le mariage homosexuel. On vous a plusieurs fois posé la question pourquoi vous n'étiez pas dans les manifs. Moi, je vous la repose parce que j'ai pas du tout été satisfaite de votre réponse. C'est-à-dire, je suis chef de file, je suis chef d'un parti. Je ne confonds pas le fond et la forme. Mais vous avez dit pendant l'émission qu'une conscience politique avait émergé, qu'il y avait une conscience, une jeunesse qui voulait se faire entendre et qui se ferait sans doute entendre dans les urnes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression du coup de rater le rendez-vous avec cette jeunesse parce que vous n'y étiez pas? Mais non, madame, car cette jeunesse, elle ne supporte pas la récupération politique, vous voyez. Elle ne supporte pas que Jean-François Copé arrive en disant « Allez, maintenant,
tout le monde signe son bulletin d'adhésion à l'UMP. Non, mais d'accord, mais alors attendez, Elle ne question supporte pas toute cela. bête. Elle n'aime pas cette espèce de course indigne, indécente attendez. des partis politiques. Mais il y à avait essayer de Marion Maréchal Le récupérer- Pen, il y avait Gilbert Collard, vous auriez pu y mais- être. mais Est-ce que, attendez, question toute bête et un peu vacharde, est-ce que vous n'y étiez pas parce que vous n'aviez pas votre place, vous n'alliez pas effectivement être à côté de Jean-François Copé, vous risquiez peut-être même de vous faire Non, virer mais- par les organisateurs. Ah non, madame, je ne risque pas d'être virée par qui que ce soit, de quelque rue française que ce soit, voyez-vous. Non, mais la question, Et je c'est- crois au c'était un peu un contraire que calcul beaucoup politique. des gens qui manifestaient regardent le mouvement que je préside avec une très grande sympathie, mais aussi notre courage et notre pugnacité. Mais je suis, encore une fois, ancienne candidate à la présidentielle. Vous avez un Je peu suis raté le chef coche. de À ce propos, parti à ce politique. propos. Et moi, mon rôle, c'est de dire aux Français, ce projet de loi est utilisé Allez, par vite, le dernière PS question. et par l'UMP pour recréer un clivage Dernière question, gauche-droite. vite. La réalité, c'est qu'ils cherchent à Non, c'est enfumer fini. pour éviter À ce de propos, vous dernière montrer qu'ils question. sont incapables de régler les problèmes qui Dernière vous ennuient question, tous les Marine Le matins en Pen. vous Dernière réveillant. question, Des Marine réponses Le Pen. courtes, des réponses courtes. Oui, tout à fait. L'interview du politologue Patrick Buisson, on a compris pendant l'émission que c'était pas votre copain. Une interview qu'il a donnée au journal Le Monde. Et il dit. Oh, c'est moins stupide que ce que dit Sarkozy- M. Lecœur ou M. Lebourg, Non, quand mais même. Sarkozy faut être s'imposera honnête, hein. comme l'unique recours en 2017. Réaction. Oui, mais l'unique retour contre moi, car c'est ça qu'il Non, dit. gauche-droite. Ah non, c'est l'homme de la non, situation. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit Allez. contre Marine Le Pen. Bon. Oui, pour qu'elle Et ça, n'accède c'est- pas au deuxième tour, c'est vrai. Ah, donc c'est donc bien ce que je disais. Merci madame de me permettre de conclure là-dessus. Le seul rôle que joue aujourd'hui l'UMP, c'est de combattre le Front National plutôt que de combattre le Parti Socialiste. Et ce sera le mot de la fin. Merci Véronique Jacquier. Merci à vous, Marine Le Pen, présidente du Front National.